que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un vrai coup de cœur qui a été Tortue à l'infini, écrit par John Green et publié chez Gallimard. Ça fait quelques années que John Green est devenu un auteur incontournable en termes de littérature jeunesse. Après avoir écrit Nos étoiles contraires, Qui es-tu Alaska, La face cachée de Margot, et à mon avis j'en passe encore quelques-uns, il a été adapté au cinéma avec Nos étoiles contraires, et c'est ce qui me faisait un peu peur en fait dans la découverte de cet auteur, c'est qu'il y avait eu beaucoup de bruit autour de ses livres, autour des films, parce qu'il me semble que La face cachée de Margot a été adaptée aussi. Et donc j'avais un peu peur en fait de découvrir cet auteur parce que j'avais des attentes, et en même temps je me disais c'est pas tellement moi la cible, c'est plutôt de littérature jeunesse, et ça fait quand même quelques mois ou quelques années que je suis en recherche de diversification par rapport à mes lectures. Donc j'avais un peu peur, j'ai commencé celui-ci avec de l'envie mais de l'appréhension, mais beaucoup d'envie surtout, puisque je l'avais découvert sur la chaîne de Ellie Livre, qui est une chroniqueuse vidéo que j'adore. J'adore suivre ses chroniques, j'adore suivre ce qu'elle fait, et elle m'avait vraiment donné envie de découvrir celui-ci. Je vais vous lire un petit peu la quatrième de couverture pour que vous sachiez de quoi il s'agit. Asa, 16 ans, n'avait pas l'intention de tenter de résoudre l'énigme de ce milliardaire en fuite, Russell Pickett. Mais une récompense de 100 000 $ est en jeu, et sa meilleure et plus intrépide amie Daisy a très envie de mener l'enquête. Ensemble, elles vont traverser la petite distance et les grands écarts qui les séparent du fils de Russell Pickett, Davis. Asa essaye d'être une bonne détective, une bonne amie, une bonne fille pour sa mère, une bonne élève, tout en étant prise dans la spirale vertigineuse de ses pensées obsessionnelles. Asa, Daisy, Davis, trio improbable, trouve en chemin d'autres mystères et d'autres vérités, celles de la résilience, de l'amour et de l'amitié indéfectible. Alors, ce qui m'a attirée dans cette histoire au départ, c'est pas tellement le côté enquête d'adolescent sur un milliardaire disparu. Non, moi ce qui m'a intéressée en fait au départ, le côté des pensées obsessionnelles d'Asa. Je me suis dit, mais comment est-ce qu'on va arriver à traiter ce sujet qui est hyper complexe, qui est une vraie maladie, qui est un vrai fardeau finalement, dans un livre jeunesse? Et en même temps, c'est un petit peu l'endroit où ça devrait, je pense, être traité, puisque on est vraiment ici loin des histoires un petit peu naïves avec des adolescents qui évoluent dans un univers un peu rose, bonbon, ou alors dans les lycées américains typiques, avec les groupes, les clans, etc. S'il y en a, en tout cas, c'est pas l'impression que j'ai eue ici, malgré le fait qu'on est à Indianapolis, je crois. Oui, effectivement, c'est bien Indianapolis, là où vivent Asa, Daisy et Davis. Et donc on est vraiment très loin des clichés qu'on peut retrouver dans pas mal de séries américaines et ce genre d'autres éléments de la culture finalement qui peuvent nous parvenir à nous, Européens. Et je trouve que ça fait la force de cette histoire que d'avoir des adolescents, des personnages adolescents qui sont éloignés de ces clichés un petit peu naïfs, un petit peu niais, et aussi éloignés de ces ados qu'on retrouve dans la fantasy jeunesse, qui sont un peu présentés comme étant l'élu qui doit sauver le monde ou qui doit endosser mille responsabilités. Ici, on est dans beaucoup plus de réalisme, dans des sentiments qui sont beaucoup plus justes, qui sont décrits avec une grande justesse, avec des impressions de vécu qui ont l'air tout à fait réelles finalement et qui sont très prenantes. L'histoire tourne plutôt finalement autour de la manière dont ils vont apprendre à vivre, et surtout à vivre avec leurs problèmes, ce qui va être la partie la plus compliquée dans la vie d'Asa. C'est vraiment un énorme problème parce qu'on a tous l'impression d'avoir un petit peu des tocs, d'accord? Mais Asa, elle a des pensées qui envahissent, qui sont invasives, qui envahissent son esprit et qu'elle ne peut pas contrôler. Elle ne sait pas contrôler ce qu'elle pense. Il y a des fois, ça l'envahit, et elle l'explique très bien dans la mesure où elle a l'impression que son corps est présent, les réflexes fonctionnent, mais dans sa tête, elle est complètement ailleurs en fait. Et à travers tous les différents personnages qu'on va rencontrer, le lecteur va passer par une palette d'émotions, et c'est ce qui fait aussi, je trouve, la force de ce livre, et c'est aussi pour ça que je l'ai tant aimé. Je me suis beaucoup attachée aux personnages et j'ai ressenti les émotions qu'ils ont ressenties. J'ai d'abord ressenti le côté un peu perdu et un peu paumé, enfin complètement paumé d'Asa et de sa maman vis-à-vis de sa maladie, vis-à-vis de ses pensées invasives, et puis directement après j'avais beaucoup d'empathie en me disant mais j'aimerais bien qu'elle s'en sorte, j'aimerais vraiment qu'elle y arrive, qu'elle arrive à surmonter ce problème, qu'elle arrive en tout cas à vivre avec, qu'elle arrive à bloquer un petit peu ses pensées, parce que c'est juste impossible, c'est invivable. Sa meilleure amie va souvent lui reprocher finalement d'être égocentrique, mais elle n'y peut rien vraiment, parce que
c'est pas qu'elle veut pas s'intéresser à quelqu'un d'autre, c'est juste le fait que ses pensées l'en empêchent. C'est vraiment un gros problème de pensée. Puisque je parle de sa meilleure amie, on va passer, je trouve, moi j'ai beaucoup aimé ce personnage-là qui est très drôle, qui fait passer beaucoup de joie finalement parce qu'elle est complètement barrée, elle a beaucoup d'humour et malgré le fait qu'elle vive une situation qui n'est pas toujours facile non plus en famille, elle arrive toujours à être optimiste et elle est vraiment haute en couleur et on s'y attache aussi beaucoup. Davis, lui, va vivre beaucoup de rancœur vis-à-vis de son père qu'il a abandonné. Donc il a abandonné avec son petit frère Noah et avec Noah qui est un peu plus jeune que lui, donc ils ont respectivement 16 et 13 ans. Et en fait vis-à-vis de leur papa, ils vont avoir deux sentiments différents. Noah, lui, il va être triste, il va être déboussolé, il va être perdu parce qu'il vit une partie de sa vie qui est relativement compliquée et il va partir en vrille. Alors que du coup Davis, lui, il n'est pas du tout prêt à prendre le rôle de père d'adoption. Il a un grand frère mais c'est pas à lui d'éduquer son petit frère. Enfin, c'est compliqué et il ressent beaucoup de rancœur vis-à-vis de son papa finalement. Et c'est quelque chose aussi auquel on peut s'identifier facilement parce que l'adolescence qu'on a tous traversée reste une période compliquée en termes relationnels vis-à-vis des parents. Et enfin, il y a un personnage qu'on a un peu oublié dans la 4e de couverture que moi j'aimais plutôt bien et que j'aurais bien voulu voir un petit peu développer davantage. C'est Michal, qui est en fait le 3e ami du trio Daisy, Asa et donc Michal, qui est un peu plus artiste et qui va prendre une certaine part dans l'histoire quand même s'il reste un peu en retrait comme au niveau des personnages, comme certains adultes, comme la mère par exemple. J'aurais bien voulu le voir un petit peu plus développé parce que ça aurait été un personnage aussi intéressant à suivre. Et donc grâce à toutes ces émotions que l'auteur m'a fait vivre, grâce à tous ces personnages qu'il a mis en place dans son récit, grâce au décor, à l'univers, à l'enquête qui va malgré tout être bouclée à la fin, j'ai passé un excellent moment de lecture. J'ai vraiment adoré et je trouve que en fait c'est un roman qui est finalement relativement intime, je sais pas si je peux dire ça comme ça, parce que j'ai l'impression que l'auteur a mis beaucoup de lui-même dans ce bouquin finalement et tout a été retranscrit avec tellement de justesse, tellement de finesse que je me dis c'est quelque chose il a dû l'expérimenter pour pouvoir essayer de le faire passer aussi justement. Voilà, j'ai l'impression que c'est ça aussi qui fait que le livre caracole en tête des ventes depuis plusieurs semaines, qu'il est vraiment très prisé pour le moment. Et si vous ne l'avez pas encore découvert, moi je vous y encourage vivement, même si au départ la jeunesse c'est plus trop votre truc ou pas trop votre truc. Franchement, ça va au-delà d'un livre qui parle d'adolescents. Les émotions sont tellement fortes. Franchement, j'ai adoré et je l'ai dévoré en quelques jours à peine. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Si vous avez lu Tortue à l'infini ou si vous avez lu d'autres livres de John Green, n'hésitez pas à venir m'en parler dans les commentaires. Je ne sais pas si j'ai très envie de continuer à découvrir l'auteur parce que les autres histoires des autres bouquins finalement ne m'intéressaient pas trop. J'avais vraiment envie de le découvrir à cause de Asa et de ses problèmes obsessionnels. Mais peut-être que je peux être surprise. Donc s'il y a un John Green, un seul que vous devez me recommander, lequel est-ce que ce serait ? Je vais donc vous laisser ici. D'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et portez-vous bien. Salut!